Bonjour à tous. Je voudrais pour commencer remercier les trois organisateurs de cette manifestation, qui est une première, il me semble, spécialement en temps de crise. Si j'en juge par les retours que j'ai eus à l'annonce de cet événement, auquel je participe de manière tout à fait modeste, eh bien, je tiens à vous dire que vous avez mis beaucoup d'optimisme et de cœur auprès de tous ceux qui s'intéressent au sujet d'aujourd'hui. Ma contribution portera sur la manière d'essayer de traiter en droit la question de l'illusion des contrôles des flux. Cette interrogation s'appuie naturellement sur la perspective d'une circulation épidémique qui échappe au contrôle. Ce que nous vivons actuellement est l'équivalent d'un tsunami, une sorte d'énorme vague qui passe pour ce qui est de notre partie du monde d'est en ouest, qui submerge des territoires que personne ne peut arrêter d'une manière ou d'une autre, qui poursuit son chemin au fur et à mesure de sa progression et qui, pendant le haut de la vague, crée des situations de crise au cœur de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La question que je me suis posée est celle de la manière de traduire en droit cette perte de contrôle des flux. Cette interrogation est en lien avec un projet de recherche soutenu par l'Institut universitaire de France. J'ai décidé, il y a 4 ans, d'initier une recherche qui arrivera bientôt à son terme en 2021 sur les flux provoqués par l'homme et qui échappent de manière totale à son contrôle. Cette hypothèse de travail me permet de revisiter un certain nombre de constructions du droit et de m'interroger sur la manière de réadapter notre raisonnement juridique à un phénomène qui n'est pas nommé comme tel. On ne parle pas de la circulation totale au-delà du contrôle dans les manuels de droit, alors pourtant que c'est une hypothèse de travail que l'on peut parfaitement identifier. Pour essayer d'élargir un peu la perspective et de ne pas se focaliser sur la période difficile que nous vivons actuellement, je peux donner deux autres gros exemples de perte de contrôle totale. Le premier concerne les gaz à effet de serre que nous émettons, que nous sommes incapables de contrôler comme flux en circulation et qui modifient profondément l'état du climat. Le deuxième exemple que je peux donner est celui de la circulation de l'information. Le développement d'Internet, des applications, des plateformes nous permet à tout un chacun de constituer un médium d'information et qui est ce médium pour une large part hors du contrôle des acteurs et qui crée des phénomènes en chaîne que nous avons beaucoup de mal à maîtriser. Cette perte de contrôle nous est totalement insupportable, au point que nous accusons la circulation et nous dénonçons bien sûr tous les processus qui ont été mis à l'œuvre par l'homme pour essayer de favoriser les échanges à l'échelle globale. Il s'agit de comprendre pourquoi cette perte de contrôle nous est insupportable et essayer de traduire dans la règle de droit pour la rendre admissible, compréhensible, cet échappement au contrôle. Pour comprendre cette hystérie provoquée par le spectre de la perte totale de contrôle, il faut revenir à la distinction entre les flux de la nature et les flux provoqués par l'homme. Pour les flux de la nature, les courants d'air, les courants marins, les mouvements de la tectonique des plaques, nous n'avons jamais écrit dans la règle de droit que nous étions en situation de les contrôler ou de devoir les contrôler. Pour les flux provoqués par l'homme, c'est exactement le contraire. Nous avons depuis le début imaginé que puisque nous étions à l'origine de ces flux, nous devions être en mesure de les contrôler. Si je reviens à l'hypothèse du Covid-19, nous ne sommes pas très certains de la manière dont, pour la première fois, le virus est passé de l'animal à l'homme. Mais ce dont nous sommes sûrs aujourd'hui, c'est que la circulation du virus est étroitement liée à la circulation
ou aux circulations provoquées par l'homme, qu'il s'agisse de la circulation des hommes à proprement parler, mais également des marchandises, des moyens de transport et même de la pollution. On estime que certaines particules peuvent être polluantes, être des vecteurs de la circulation des virus. Il y a donc une dimension anthropique de la circulation actuelle de l'épidémie. Par notre activité, nous provoquons un flux qui échappe à proprement parler à notre contrôle, et c'est cet échappement que j'essaye d'appréhender en droit. Pour ce faire, je propose de reconsidérer nos rapports au droit, et plus particulièrement, je vais me focaliser sur deux éléments: la question de la gestion de crise et de l'état de nécessité ou de l'état d'urgence, et deuxièmement, l'exercice de nos droits tels qu'ils nous ont été dévolus par les constructions juridiques. Sur le premier point, la question du traitement de l'état d'urgence, il faut bien comprendre qu'à chaque fois que l'on essaye de brider des droits pour essayer de répondre à une situation d'urgence, on essaye au fond de réagir à cette perte du contrôle par une reprise du contrôle. Et si cette perte de contrôle est totale, et si cette reprise de contrôle est une illusion, alors il faut revoir tous les mécanismes d'état d'urgence à l'aune de notre très faible capacité à traiter réellement la situation. Cette grille de lecture, qui concorde avec bien d'autres, permet en quelque sorte de justifier la mesure exacte du traitement des situations d'urgence et des situations exceptionnelles. N'oublions pas que si nous avons perdu le contrôle de la situation à l'origine, il n'y a pas plus de raison que nous recouvrions le contrôle par une abnégation d'un certain nombre de droits sous le motif que nous devons donner l'illusion que nous contrôlons la situation. Ça, c'est une première approche en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le traitement des états de nécessité ou d'urgence. Deuxième approche, c'est la question de l'exercice de nos droits. Nous avons un catalogue de droits qui nous ont été reconnus, spécialement en France, ou en tout cas dans un certain nombre de pays du monde, probablement une minorité de pays du monde, il faut bien le dire, mais un arsenal de droits très important. Et la question se pose de savoir si nous devons continuer à exercer ces droits dans une perspective absolue, telle qu'elle peut être consacrée à différents points de vue. Je prends un exemple très simple qui ne fait pas polémique de manière généralisée, même si bien sûr il peut être discuté. C'est celui du droit de propriété qui est consacré de manière absolue. Donc faut-il continuer à suivre ces modèles de performance des droits dans leur dimension absolue, ou faut-il resituer l'exercice des droits dans un environnement où nous sommes potentiellement en situation de perte totale de contrôle? Si j'accepte la deuxième proposition, la deuxième branche de l'alternative, alors je dois proportionner l'exercice des droits à la propension de notre environnement à accepter qu'il puisse être exercé. Autrement dit, nous ne devons peut-être pas continuer à réfléchir en termes de droits et libertés fondamentaux comme des outils qui ont un propre effet d'entraînement, qui peuvent sans cesse progresser dans l'affirmation des pouvoirs et des droits des hommes auxquels nous prêtons bien sûr attention. Il faut se demander si l'exercice des droits qui est les nôtres n'est pas fondamentalement un exercice qui est contenu dans un environnement contraint auquel nous ne sommes pas capables de garantir une totale sécurité compte tenu de notre perte de contrôle. Au final, la proposition de ce travail, entre autres, est d'essayer de placer notre propre impuissance très haut dans l'échelle des constructions juridiques.
Il faut arrêter de penser que les droits qui sont les nôtres sont des droits absolus, que nous pouvons projeter ce modèle sur tous les objets, que ce soit par exemple l'animal ou la nature. Non, il faut plus exactement considérer que nos droits sont de plus en plus contraints par un environnement qui fondamentalement échappe à notre maîtrise. Je vous remercie.